Venons-en à l'essentiel. Vladimir Poutine peut-il échouer dans sa manœuvre? Peut-il, avec cette mobilisation des hommes en âge de se battre, susciter une fronde qui aboutirait à son échec? Cette fronde, on le disait, elle a commencé. Elle prend des formes de plus en plus imprévisibles, d'une certaine manière. Elle s'étend géographiquement, ça c'est sûr, mais est-ce que, dans son ampleur, elle risque vraiment de changer la donne? C'est cette question qu'on va aborder maintenant. Pourquoi en parle-t-on? Parce qu'encore une fois, ces dernières heures, certains pouvaient penser que tout cela allait s'éteindre petit à petit. C'est à peu près l'inverse qui s'est produit, même si les manifestations, elles, dans les grandes villes, dans les 38 plus grandes villes où elles avaient eu lieu dès jeudi, celles-là sont en train de se calmer. Alors, de quoi parle-t-on? Voici les indispensables avec Justine Fraissinet. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors, il est difficile de juger de l'ampleur de cette fronde, mais je le disais, ce à quoi on assiste est déjà saisissant en soi. Oui, une image symbole pour l'illustrer. L'exaspération atteint un tel point que dans certains centres de recrutement, des appelés n'hésitent pas à tirer sur des soldats ou des officiers qui veulent les enrôler. Vous allez voir ces images. Cette fusillade a eu lieu ce matin dans une petite ville en Sibérie. Le tireur ouvre le feu, c'est la panique générale. Un officier chargé de l'encadrement a été grièvement blessé. Et puis voici le tireur très vite interpellé. C'est un jeune homme russe de 25 ans. Il devait partir au front en Ukraine. Et c'est dans ce commissariat que sont convoqués ceux qui ont reçu leur lettre de mobilisation. Avant de tirer, il aurait crié « Personne ne se battra ». Autre image symbole, elle date d'hier. On voit un homme garer sa voiture, vous allez le voir, devant l'entrée d'un autre centre de recrutement de l'armée. C'est à Irkoutsk, en Sibérie également. Puis, après avoir garé sa voiture, il jette un projectile qui prend feu, sûrement un cocktail Molotov. On le voit, l'incendie se propage très vite. Et puis, ce n'est pas un cas isolé. On estime qu'au total, 17 centres de recrutement ont été attaqués en une semaine. 17, c'est sans doute peu élevé par rapport au nombre total de ces centres qui dépassent le millier, mais c'est tout de même notable. Et est-ce que la rue est toujours agitée? Alors agitée, c'est beaucoup dire, car les milliers d'arrestations dans les grandes villes la semaine dernière ont sûrement dissuadé quelques manifestants. Mais néanmoins, on en trouve encore ce week-end, comme ici à Saint-Pétersbourg, et scène similaire ici à Moscou, des manifestants effectivement qui bravent la police dans la rue. De fait, ce à quoi on assiste, c'est la mobilisation des femmes, des mères et des épouses. Pourquoi? Eh bien parce que justement, les hommes qui sont arrêtés durant ces manifestations sont souvent directement envoyés au front, et ce sont donc les femmes qui prennent le relais, comme ici vous le voyez au Daghestan. Vous allez voir cette séquence où une femme fait face à un policier et elle dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas en Russie. Écoutez. Oui, c'est très fort ces images, c'est très fort. Exactement. Et le Daghestan, justement, c'est l'une des républiques russes fédérées entre la Géorgie et la Tchétchénie. 3 millions d'habitants qui sont à majorité musulmans. Et c'est de là que viennent justement beaucoup de soldats qui sont envoyés au front depuis le début de la guerre en Ukraine. Sur cette vidéo, dans la capitale, la foule se jette sur un policier, vous le voyez, pour l'empêcher d'interpeller un manifestant. Puis, un policier est frappé et pris en chasse. Ici, on voit des hommes qui brûlent un portrait de Vladimir Poutine. Eh bien, certains médias, comme Reuters ou Le Monde, parlent, je cite, de la première mobilisation à grande échelle depuis la Seconde Guerre mondiale dans cette république. Mais elle semble, pour le moment, circonscrite justement aux régions qui sont les plus éloignées de Moscou. Est-ce que par ailleurs, le flot de ceux qui veulent quitter la Russie se tarit? Eh bien non, il ne se tarit pas. Regardez ces images, elles ont été tournées ce matin à la frontière avec la Géorgie. On voit encore d'immenses files d'attente de véhicules qui patientent justement pour pouvoir traverser la frontière vers les pays voisins. On parle d'au moins 3000 personnes par jour et il faut à cet endroit-là 48 heures pour réussir à quitter la Russie.
En Finlande, les autorités évoquent 17 000 entrées rien que pour ce week-end. C'est 2 à 3 fois plus que d'habitude. Et en Mongolie, il est question de 800 personnes par jour contre moins de 200 habituellement. D'après le média indépendant russe Novaya Gazeta, qui cite justement une source des renseignements russes, 260 000 hommes auraient déjà réussi à quitter la Russie en une semaine. Alors le Kremlin va-t-il laisser faire ? Eh bien, beaucoup évoquent une fermeture prochaine des frontières pour les hommes qui sont en âge de combattre et qui tenteraient de quitter le pays. Information qui a également été relayée par le site indépendant russe Medusa. Précisons que désormais, ceux qui désertent l'armée russe risquent jusqu'à 10 ans de prison. Merci Justine. Alors je me tourne vers vous d'abord, Denis. Vous êtes peut-être celui qui a le mieux en tête les mentalités russes, qui connaissait le mieux parce que vous y avez vécu la majorité de votre vie, que vous y étiez encore assez récemment, ce qui se passe en Russie. Est-ce qu'on est là sur un effet de loupe ou est-ce que pour vous, la portée de ce qui est en train de se passer est très grande ? Je pense qu'il y a deux choses déjà. Donc, il y a tout d'abord, bien évidemment, ce flou dont vous avez parlé, le flou qui est la leçon énorme et historique de ceux qui veulent quitter la Russie. Donc, on parle que maintenant, déjà, c'est très compliqué de quitter le pays parce que tous les billets d'avion, ils ont été vendus maintenant. Pour vous donner un exemple, pour partir de Moscou jusqu'à Istanbul, par exemple, il vous faut à peu près entre 5 et 10 000 euros. Donc, c'est ça le prix des billets dans les prochains jours. Le prix qui est bien évidemment hors de portée pour la grande majorité des Russes. Et moi aussi, je passais la semaine dernière à côté de la frontière russe en Finlande. Et là, vous voyez le flou qui est absolument énorme, qu'on n'a jamais vu, qu'on n'a jamais observé dans ces petites villes frontalières. On parle des villes qui sont débordées par les touristes, pas par les touristes maintenant russes. Et aussi, sont toutes les personnes qui quittent la Russie. On ne peut pas parler uniquement des hommes en âge de combattre. On y voit aussi des entrepreneurs qui sont assez âgés, mais qui quand même ont peur qu'eux aussi, ils seront appelés. Et bien évidemment, tous ces personnels-là, ils partent avec leur famille également. Donc, vous allez voir qu'il y a peut-être une centaine de milliers de personnes, des hommes qui partent, mais il y a aussi leur famille qui part et qui vont partir prochainement. Donc, on assiste à le fait qu'il y a peut-être 1 million plus de personnes qui vont quitter la Russie prochainement. Ça, c'est absolument historique. Alors, on reviendra peut-être sur les conséquences de cet exil, parce que ça devient vraiment un exil et un exil massif. Quant aux révoltes, quant à ce à quoi on assiste, les scènes qu'on vient de voir, qui sont inouïes, qu'on n'imaginait pas, il y a quelques jours, on se souvient qu'il y avait eu des manifestations dans quelques villes au tout début de l'invasion. Mais depuis, on avait le sentiment que voilà, tout était verrouillé, tout était réprimé, tout était resserré. Là, ça n'est pas le cas. Est-ce que ça, c'est significatif pour vous ? C'est absolument significatif, surtout dans les républiques à côté, dans les républiques de Daghestan, par exemple, donc dans les républiques de Tchétchénie, donc dans toutes ces régions assez lointaines de Moscou, près de Caucase, qui ont quand même leur histoire nationale qui est assez compliquée avec les relations avec Moscou. Donc là, bien évidemment, Poutine peut craindre même le pire. On voit aussi que Ramzan Kadyrov, qui est la tête de Tchétchénie, a déjà annoncé que la mobilisation chez lui, ça ne va pas se passer, que la Tchétchénie a déjà envoyé trop d'hommes à la guerre, qu'elles ne vont pas faire cette guerre pour Poutine, ce qui fait bien évidemment peur aux autorités russes, quand cette crise sociale au milieu de la guerre, elles ne veulent pas du tout les vivre. Quant à ce qui se passe à Moscou, dans d'autres villes, il faut bien comprendre, il faut du courage, il faut un courage énorme pour sortir maintenant dans les rues de Moscou, pour les hommes bien évidemment, mais même pour les femmes, parce que vous imaginez maintenant, si on dit un seul mot contre la guerre, on peut avoir jusqu'à 15 ans de prison en Russie. 15 ans de prison, ce qui est énorme pour une personne tout à fait pacifique à Moscou qui n'est pas impliquée dans la politique. Oui. Donc oui, ce n'est pas un effet de loup, c'est un phénomène important qui va se développer, car ces gens, eux, ils ont un courage, ils ont de l'audace. Laure, vous me disiez aussi, c'est très intéressant ce qui est en train de se passer. Oui, je pense il faut regarder ça attentivement. Absolument, parce que je pense que c'est vraiment des fissures extrêmement importantes dans le dispositif en fait, politique sur lequel s'est appuyé Vladimir Poutine depuis 22 ans. Parce qu'en réalité, Vladimir Poutine avait conclu une sorte de contrat social avec la société russe en leur disant en gros, ne vous équipez pas de politique, je vous assure une forme de stabilité et comme ça, tout ira bien.
Et je crois que cette espèce entre guillemets d'indifférence ou d'entrée dans l'exil intérieur ou d'accommodement qu'on a vu pendant toutes ces années, aujourd'hui est en passe d'être brisée. Parce que la question de la mobilisation, c'est effectivement tout d'un coup leur propre vie qui sont mis en cause. Et regardez, en fait, d'un côté, vous avez les élites qui ont, par exemple, sous Vladimir Poutine, profité d'une sorte d'abondance relative, de stabilité, etc., mais qui tout d'un coup se retrouvent privés d'une des choses principales qu'ils avaient acquis depuis la fin de l'Union soviétique, qui était de pouvoir sortir, la libre circulation, aller passer leurs vacances à l'Ouest, se promener partout, dépenser leur argent, etc. Pour eux, là, on est face au spectre aujourd'hui, comme cela a été dit, d'une possible fermeture des frontières, de tous ces jeunes qui se pensaient finalement ça ne me concerne pas, ce qui se passe là-bas. En plus, il y avait cette propagande qui leur faisait croire en fait que les Ukrainiens étaient des horribles méchants. Il y avait une sorte de diabolisation en fait de leurs frères d'Ukraine. Et donc il y a cet élément-là. Et puis il y a l'électorat de base de Vladimir Poutine qui lui aussi se retrouve frappé. Pourquoi ? Parce qu'il pensait que Poutine leur a assuré la grandeur de leur pays. Et qu'est-ce qu'il voit aujourd'hui ? Il voit en fait que cette formidable force qu'on leur a vantée est en train de se lézarder, que Poutine est mis en échec, qu'il s'est complètement trompé sur l'Ukraine, sur la résistance ukrainienne et sur un peuple qui est prêt à se battre, qui est une espèce d'os qui est maintenant en travers de sa gorge, sur le fait que l'Occident ne cède pas. Et donc, ces gens-là sont pris à contre-pied par rapport à celui qu'ils pensaient comme un homme complètement puissant. Et en plus, on leur demande d'aller se battre. Et le troisième élément, c'est évidemment ce qui a été dit par Denis, c'est-à-dire le Caucase. C'est quand même extraordinaire de se dire que Vladimir Poutine, c'est déjà... Parce que je rappelle, le Daghestan, c'est le Caucase. Oui, Vladimir Poutine, le Daghestan, qui avait, si vous voulez, fait sa renommée en écrasant le Caucase dans le sang, dans un écrasement en Tchétchénie absolument effroyable. Ensuite, si vous voulez, à penser avoir gelé cette question. C'est-à-dire que le Caucase tout entier vit encore dans le souvenir de ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, il va peut-être, par cette folle aventure qu'il a lancée en Ukraine, réveiller le Caucase. Et il n'est pas du tout exclu à terme qu'on assiste à quelque chose de grave. Je ne vous dis pas que demain, le Caucase va se mettre en armes, mais c'est vrai que de voir ces femmes qui se dressent devant ces militaires, des hommes qui tirent pour essayer de les empêcher d'avancer, etc., c'est quand même assez extraordinaire. Je crois qu'il se passe quelque chose. L'histoire de la Tchétchénie, moi j'ai par exemple des contacts parmi les Tchétchènes. Vous savez que les Tchétchènes ont avalé, n'ont rien pu faire contre Kadyrov, contre Poutine, etc. Mais ils attendent, beaucoup de Tchétchènes attendent le moment où ils rendront la monnaie de leur pièce à la Russie. Et donc c'est vrai qu'affaibli en Ukraine, est-ce qu'il ne va pas ouvrir la porte à des phénomènes, si vous voulez, de remise en cause dans d'autres parties en fait, de la fédération et affaiblir en fait, cette fédération peut-être de manière très importante. Et pour vous, Vincent, c'est peut-être un phénomène sans lendemain où ça peut aller jusqu'à déstabiliser Poutine ou en tout cas déstabiliser ce qu'il conçoit comme un effort de guerre. Gardons-nous là encore en surestimer l'ampleur, mais cette fracture du pacte social implicite que Laure vient d'évoquer, pour moi, est absolument décisive. Pourquoi ? C'est la nature même d'un régime autoritaire. Il y a d'ailleurs un troublant parallèle entre ce qui se joue à Téhéran et ce qui se joue à Moscou. En quelque sorte, vous nous laissez conduire le char de l'État à notre guise. En contrepartie, on vous ménage des espaces de liberté. Les fêtes décadentes des quartiers nord de Téhéran, du manteau rosé, le passeport qu'on garde pour aller passer le week-end à Londres, etc. En contrepartie, vous ne remettez pas en question les fondements du régime. Bon, eh bien, en mobilisant une population qui a été délibérément démobilisée est sorti de l'échiquier politique, Poutine a tendu le piège dans lequel il tombe lui-même. Il ramène la guerre dans chacun des foyers. Plus personne ne peut maintenant se réfugier dans le déni, cesser de regarder les clowneries de 20 heures sur Russia One, etc., etc. Tout le monde peut être affecté. Et il y a un autre élément qui joue. Cafouillage et bricolage sont quand même les deux mamelles de la poutinie. Regardez, il a fallu 4 décrets, sinon 5, pour clarifier le statut des étudiants. Une fois, ils étaient mobilisables, une fois, ils ne l'étaient pas. Une fois, ceux qui étaient dans une université où il y avait une chaire, un département militaire l'étaient, d'autres l'étaient pas. Et il y a un dernier point qui dit à quel point l'impréparation opérationnelle qu'on a commentée depuis des mois
sur le plan militaire joue aussi sur le plan administratif et bureaucratique. Qui donne les quotas et les échéances? Le ministère de la Défense. Qui s'occupe de l'enrôlement localement? Les barons locaux. Et donc les instructions ne sont pas les mêmes, on ne sait pas très bien, il faut ajuster, on cafouille, on bricole. Mais et la peur, parce que, pardon, jusqu'à présent, la peur était une chape de plomb qui gelait tout, tout effort, tout espoir de contestation. La peur, elle est en train de s'effriter. Elle est toujours là, mais elle peut se fissurer. C'est-à-dire que, vous savez bien, dans les dictatures, nous l'avons vu, moi j'ai couvert comme 1990, 91, 91. C'est vrai que vous avez un moment, la peur est là jusqu'au moment où tout d'un coup ça bascule et où les peuples s'enhardissent. C'est vrai qu'il y a toujours une étincelle, quelque chose qui déclenche. C'est pour ça que quelque chose de localisé au départ peut se propager dans un paysage, si vous voulez, qui se fissure. Alors c'est vrai que ça peut ne pas être demain. J'ai écouté par exemple l'historien Vladimir Pastoukov, qui est un des meilleurs observateurs russes, qui est aujourd'hui à Londres de ce qui se passe aujourd'hui, et il disait « la Russie, c'est un pays lent ». Et c'est-à-dire que cette lenteur, il faut multiplier parfois par 5 le temps pour qu'elle se mobilise par rapport à un autre pays. Et ce qui peut prendre 1 an quelque part peut en prendre 5 ailleurs. Mais il ne faut pas oublier non plus que la Russie, quand elle finit par se réveiller, il peut y avoir des processus après révolutionnaires. Regardez ce qui s'est passé après Tsushima. En 1904, la Russie mobilise pour envoyer dans une guerre absolument absurde au Japon les paysans, des centaines de milliers de paysans russes qui vont, ça va s'effondrer complètement, ça va accoucher de la révolution de 1905. Et en 1916, vous avez le même phénomène qui mène à 1917. Et donc, c'est vrai que cette histoire de mobilisation, c'est une récurrence, en fait, dans l'histoire russe. Général Trinquant. Après 7 mois de guerre, on a l'impression que trop, c'est trop, c'est-à-dire que ça touche directement les personnes. Donc, tout ce qui vient d'être évoqué, en fait, fait quoi? Dans ces républiques éloignées, en fait, ce sont elles qui ont fourni le plus de soldats. Et donc, probablement, toutes ces familles ont déjà des morts dans leur famille. Et là, c'est la deuxième étape de la mobilisation. Je rappelle qu'il y en a une qui ne se disait pas, qui était former des bataillons de volontaires par république. Ça a échoué, à l'évidence, puisqu'il n'y en avait pas. Et là, cette mobilisation, c'est quoi? C'est de l'improvisation. Le service militaire a été changé en 2008. Oui. Depuis, il n'y a eu aucune répétition. Rien n'a été monté. Donc, improvisation. D'où désorganisation, avec les décrets successifs qui doivent sortir en expliquant pourquoi un étudiant qui a déjà reçu son papier pour être mobilisé, finalement ne va pas être mobilisé. Et enfin, le mensonge. L'article 7 du fameux décret ne parle pas de 300 000 tel que c'est annoncé, mais d'1 200 000. Ça, c'est sûr. Il est resté soi-disant secret, mais il a quand même fuité. Et donc cet article 7 parle d'1 200 000 au lieu de 300 000. Donc c'est une fois de plus le mensonge. Et le autre mensonge, on a des informations aujourd'hui. Vous savez, normalement, ils sont mobilisés, entraînés, équipés et envoyés enfin au front. Oui, mobilisés, envoyés à Belgorod le lendemain, et pour une journée de formation, et envoyés le surlendemain au combat. Donc tous ces mensonges finissent par transparaître. Sans compter qu'on a eu des informations comme quoi, par exemple, on demandait à la SNCF russe, la compagnie de chemin de fer, de fournir 10 000 combattants. Qu'on demandait à l'Aéroflotte, la compagnie aérienne russe, de fournir maintes et maintes combattants, au point qu'on a vu certains tweets qui indiquaient que beaucoup d'avions se retrouvaient en difficulté parce qu'il manquait qui de steward, qui de copilote. La question que je me posais, Denis, c'est est-ce que malgré tout, toutes ces images, voilà, c'est Xavier Titelman, par exemple, qui indique que ses amis de l'Aéroflotte lui indiquent que ça va être une boucherie, et ça va être une boucherie bien sûr pour les gens qui sont convoqués, mais ça va être aussi très difficile pour Aéroflotte. Ma question, c'est est-ce que toutes ces images qu'on vient de voir ne masquent pas... mais encore une fois, je ne suis pas en train d'essayer de minimiser, mais je pose simplement la question, ne masque pas l'immense majorité qui, finalement, irait dans les centres de recrutement en sifflotant l'hymne russe et avec l'esprit... Non, pas du tout, parce qu'en fait, on ne voit pas surtout des images des
des foules à côté de ces centres de recrutement. On ne voit pas d'image des gens. Exister, on les verrait, c'est ce que vous dites. Oui, c'est ça. Et aussi, moi, je veux juste revenir un peu au contrat social qui existait avant en Russie. Pourquoi est-ce que Poutine était soutenu par la majorité de la population? On disait ça au moins. Vous parlez au passé. Oui, je parle de passé. Il était soutenu. Parce qu'il y a eu une règle. Si jamais vous ne vous mêlez pas dans la politique, vous pouvez tranquillement. Même Moscou, on a eu une expression que vous pouvez aller dans un bar et puis à côté, il y a une arrestation, et puis tout le monde ne dit rien. Donc, votre vie continue. Vous pouvez faire la fête, peu importe les situations politiques dans le pays, surtout qu'avant 2014, les situations économiques dans le pays, il était plutôt bien. Donc, on n'a pas eu de difficultés pour qui que ce soit. Mais maintenant, on ne peut plus se cacher de cette politique-là. Si jamais on est pour Poutine, si jamais on ne s'exprime pas, on va aller sur le front. Et ça, c'est une vraie crainte pour la population. Donc, ces manifestations, elles vont se multiplier. Est-ce que Vladimir Poutine n'a pas déjà trouvé sa réponse? C'est-à-dire, et on l'a entendu de certains de ses porte-paroles officieux à la télévision publique, Soloviev ou Margarita Simonian, la RT, la directrice générale de RT, c'est-à-dire si ça ne marche pas bien, si ça se passe mal, c'est pas à cause du principe de la mobilisation, c'est à cause de l'exécution qui se fait mal, parce que les cadres locaux s'y prennent mal. Écoutez-les. Мы все читали, что первая волна, рядовые старшины прапорщики до 35 лет. Но вам показать, сколько повесток таких рассылают 45-летним, 43-летним рядовым, которые уже... Там, по-моему, на 1,62 года даже умудрился попасть. Я видел 59. В общем, с этим надо что-то решать и не обижать людей. А можно расстреливать? Я против расстрелов. А я за. Я вот просто публично бы просто вывел бы пару таких военкомов. Особенно там в Новосибирске один умник. Вот взять этого военкома за ухо и на передовую на Донбасс. Voilà, montage Élodie Salé. Oui, mais c'est exactement la version, je dirais, spectaculaire, théâtralisée de l'ambiguïté du propos de Poutine lui-même. Dans son fameux discours, il ne dit pas « j'ai ordonné la mobilisation de 300 000 réservistes ». Il dit « j'ai considéré qu'il était nécessaire d'approuver la proposition faite par le ministère de la Défense et l'État-major ». C'est-à-dire que si ça foire demain matin, j'ai déjà mes boucs émissaires sous le coude. C'est exactement cette logique-là. Sur l'élan patriotique, David, vous imaginez bien que s'il y en avait un, il aurait été dûment mis en scène par les médias inféodés au Kremlin. On voit l'écart partir quand même. Oui, mais on voit aussi des types titubés sous l'effet de la vodka. On voit des gens défier, insulter le sergent recruteur. Et puis, il y a d'autres vidéos où on voit un type se cogner la tête sur le capot de sa voiture pour s'auto-mutiler. L'une des occurrences les plus pratiquées sur les sites d'information en Russie depuis une semaine, c'est comment se casser un bras, comment se casser une jambe. Donc non. Et puis, il y a aussi le problème, c'est que, si vous voulez... On ne l'a pas montré, pardon, parce qu'elle est très difficile à regarder, cette vidéo. Mais c'est vrai que c'est terrible de voir l'homme dont vous parlez se cogner la tête contre le capot. Mais écoutez, en 1812, en 1914, en 1941, il y a un élan patriotique parce que l'Empire puis l'URSS sont agressés. Là, elle le dit, cette femme qu'on entend tout à l'heure au Daghestan, personne n'a agressé la Russie. En dépit des tentatives un peu laborieuses de la propagande maison. Donc, je veux dire, encore une fois, sans surestimer, on n'est pas en train de dire qu'il y a une lame de fond, une insurrection populaire qui va renverser le Kremlin demain matin. Bien sûr que non. Mais ce que l'on dit, c'est que toutes ces fissures, toutes ces failles dans le socle, dans l'assise qu'on a évoquée, elles deviennent vraiment problématiques pour Poutine et les siens. Est-ce qu'il ne va pas réagir? Et comme il réagit d'habitude, je coupe Internet, donc toutes les vidéos, il n'y en a plus. Les lois répressives, 10, 15 ans de prison pour les fauteurs de troubles ou ceux qui cherchent à déserter, est-ce que ça, c'est pas de nature? Mais on ne se rend pas compte de ce que vit la société russe. Il me semble en fait qu'un des éléments intéressants aujourd'hui, c'est ce que rapportent en fait un certain nombre de sources américaines, de sources ukrainiennes, qui interceptent des conversations téléphoniques, notamment dans le secteur militaire. De soldats. Oui, et aussi dans l'élite russe, et qui montre en fait une division croissante des rangs, c'est-à-dire que la grogne n'est pas seulement dans ceux qui vont être potentiellement mobilisés, mais au sein de l'élite, où il y aurait
d'après ce que disent des sources à Kiev et à Washington, de plus en plus de militaires qui en ont assez, qui ne sont pas d'accord avec la ligne qui est conduite, et dont on voit bien que les idéologues... on l'entend depuis des mois. Oui, mais que les idéologues qui sont maintenant en première ligne, dans la panique qui commence à les gagner, appellent à fusiller, que vous l'avez vu avec Volodymyr Solovyov, enfin, qui fait de la provocation, mais quand même, il y a cet élément, si vous voulez, il faut trouver des responsables. Et donc, c'est vrai que s'ils ferment tout, etc., ça ne va pas régler le problème du fait qu'il y a quand même une démobilisation même au sein du corps des officiers. Et donc, il peut y avoir une espèce d'inertie, comme vous dites, que les gens vont partir, etc. Mais la logistique n'est pas là. Par exemple, ce qu'ils expliquaient, c'est qu'il n'y a plus assez d'officiers et de sous-officiers, d'ailleurs, il n'y a pas de corps des sous-officiers en Russie, en plus, pour organiser comment dire, même l'entraînement en fait de ces troupes. Il faut bien normalement entraîner pendant quelques semaines pour les préparer. Donc c'est vrai qu'on peut imaginer, c'est ce que disent un certain nombre d'experts, je ne sais pas ce qu'en pense le général, mais que cette mobilisation n'est pas un effet très probant sur le théâtre de guerre. Et donc que cela accroisse encore les problèmes. Denis, vous vouliez intervenir? Je pense que c'est important aussi de dire qu'il n'y a pas assez de matériel pour tous ces soldats-là, parce que déjà, on a eu qu'il y a une grande manque de matériel un peu partout. De semi-conducteurs, de ça, on l'a souvent évoqué. Mais surtout même des matériels assez basiques, des Kalachnikov. On a vu que tout ce qui était donné aux soldats qui vont aller se battre en Ukraine, c'était uniquement des matériels qui ne fonctionnaient pas correctement. Donc, et aussi, vous avez parlé, ça c'est important, des vidéos et donc de l'information auxquelles les Russes ils ont accès. Si on coupe Internet. On ne peut pas couper Internet, c'est très compliqué. Déjà, on a parlé que ça va se couper tout au début de la guerre. Ce n'était pas le cas. Et surtout que maintenant, tout le monde a accès aux réseaux sociaux, même s'ils sont officiellement bloqués en Russie. Par exemple, il y a des réseaux sociaux appartenant aux États-Unis, dont vous connaissez bien le nom. Ils sont coupés en Russie. Par contre, tout le monde a un VPN. Et nous-mêmes, on constate dans nos médias que les médias russes continuent leur travail sur ces réseaux-là. Même des médias de propagande, de quelque sorte, sont toujours présents dans ces réseaux qui sont interdits. Donc non, c'est impossible de revenir en arrière, en quelque sorte. Et ça qui frappe beaucoup Poutine, car même s'il aimerait bien revenir un peu à ce contrat social qui existait avant le 24 février, c'est trop tard pour lui de revenir. Il doit tout mettre sur la carte pour réussir. Un mot encore, Dominique, parce qu'on va voir aussi que, ceci étant peut-être lié à cela, il y a un regain d'étranges disparitions de très hauts cadres, et notamment qui sont proches aussi du Kremlin. Sanctionner les responsables est une vieille pratique soviétique puis russe. Il faut se souvenir qu'à l'époque de Staline, lorsqu'il y avait des problèmes dans les chemins de fer, il a dit fusillez le chef des chemins de fer. Ça ne réglera pas le problème, mais ça montrera qu'on s'en occupe. Et donc, c'est une pratique assez courante. Bon, en tout cas, cette répression de ces mouvements, parce que ces nouvelles lois ont été votées, on voit les policiers, est-ce qu'ils arriveront à les contenir, à les réprimer? C'est une autre histoire. Ou est-ce qu'on sera peut-être localement, ici ou là, dans des points de basculement que vous évoquiez, Laure? On verra, mais en tout cas, ça s'accompagne plus discrètement d'un regain de disparition suspecte de hauts cadres, tous plus ou moins proches du pouvoir. Il y a, de fait, en ce moment, une sorte d'épidémie de troubles de l'équilibre, qui fait qu'il y en a qui tombent à l'eau, il y en a qui tombent dans l'escalier, et généralement, on ne les revoit plus jamais. La suite des indispensables avec vous, Justine. Pas de jingle. Donc, nouvelle disparition suspecte. Il n'est pas forcément un oligarque en tant que tel, mais un très haut cadre et qui conseillait le pouvoir et qui s'appelle Anatoly Gerashenko. Exactement, il s'agit de cet homme que vous allez voir, 72 ans, éminent ingénieur qui a consacré sa vie à l'Institut de l'aviation de Moscou. C'est l'une des universités les plus prestigieuses du pays. Mais surtout, il avait l'oreille de Vladimir Poutine et de son entourage sur les questions de l'aérospatiale et de la défense. C'était un conseiller militaire de premier plan. Alors que s'est-il passé? Eh bien, vous le disiez, une malheureuse chute, comme l'annonce ce communiqué de l'Institut, une perte d'équilibre alors qu'il descendait du 7e étage précisément à l'université. Et donc, il a dégringolé les escaliers jusqu'au 3e. Les médecins, arrivés sur les lieux, n'ont pu que constater son décès. À notre connaissance, Gerashenko n'avait pas pris ses distances avec le Kremlin, ni avec la guerre en Ukraine. Que s'est-il passé dans la coulisse? Eh bien, c'est difficile à dire. Mais ces accidents de hauts cadres proches du pouvoir, effectivement, semblent s'accélérer.
Pour le précédent, sachez qu'il n'y avait même pas eu besoin d'attendre les médecins. Ivan Pechorin, homme de confiance du Kremlin pour le développement de l'Arctique, était tombé de son bateau il y a une dizaine de jours. Et puis on vous avait également parlé de Ravil Maganov, le président du conseil d'administration de Lukoil au début du mois. Il est tombé d'une fenêtre de l'hôpital où il venait d'être admis pour une soudaine dépression. Rappelons que 12 oligarques qui sont liés au secteur de l'industrie et de l'énergie sont ainsi mystérieusement morts depuis le début de la guerre. Voilà. Et là, ça fait 3 en un mois. Donc, il y a, semble-t-il, une accélération. Merci, Justine. Évidemment, il n'y a pas de prise de position publique, mais est-ce qu'il faut imaginer que ces personnes ont manifesté des velléités de critiques, de prise de distance vis-à-vis de la position officielle ? Alors là aussi, je reviens aux vieilles méthodes Dominique. du KGB, GRU. C'est une manœuvre de ressources humaines. On change les têtes et pour les changer, on les élimine. C'est quand même beaucoup plus simple. Il n'y a pas de problème. On est obligé d'appeler derrière pour prendre ou mettre en place un système différent. Et on le voit depuis plusieurs mois maintenant, plusieurs semaines ou plusieurs mois, que c'est... Et je note le dernier, le COI, que beaucoup touchaient au pétrole et au gaz. En fait. Et quasiment toute la tête des sociétés qui s'occupaient du pétrole et du gaz ont été changées. Quelle interprétation vous en faites, Denis ? Je pense qu'il y a plusieurs choses. Mais tout d'abord, ça nous montre que même s'ils ne sont pas tous été victimes des KGB ou des services spéciaux, ça peut être aussi des tensions entre les groupes d'élite. Et ça, c'est aussi important parce que toute cette turbulence politique, ça nous amène aussi que, par exemple, tous ceux qui ont été les propriétaires des groupes pétroliers, maintenant, ils sont un peu obligés de changer des stratégies, qu'ils ont aussi peur que quelqu'un connaît un peu trop de choses qu'il ne faut pas qu'il sache. Tout ça nous ramène aussi dans le climat des années 90, quand il y a eu trop de victimes aussi des différents groupes banditiques. Donc peut-être qu'ils ne sont pas tous liés aux différents règlements de compte de la part de FSB, des services secrets, mais sont tous, ou presque, ça c'est absolument sûr, victimes de ce climat politique qui s'est installé en Russie après la guerre. Parce que d'habitude, il n'y en a pas 3 par mois qui perdent l'équilibre systématiquement. Exactement, surtout qu'ils nous rappellent aussi des méthodes qui ont été utilisées par le KGB depuis assez longtemps. Donc tout ça, c'est pas nouveau. Et aussi qui sont des méthodes low cost. Ça semble s'accélérer un peu à mesure qu'il y a une surenchère dans cette guerre. Ce sont des, donc c'est pas le Novichok qui est utilisé, donc c'est pas des méthodes un peu plus intéressantes. Ça traduit plus directement. Est-ce que c'est une manière de faire en sorte de resserrer les rangs et qu'il n'y ait pas la moindre prise de distance, la moindre critique? Vincent ? C'est un message à peine subliminal qui est adressé à ceux dont la loyauté est jugée indispensable. Souvenez-vous de ce discours, c'était en avril, de Poutine autour de la 5e colonne, de ceux qui vivent sur leur yacht et qui vont à l'étranger, sur des plages huppées, etc. Manière de dire, si vous me lâchez, j'ai les moyens de vous neutraliser. Le problème, si vous voulez, c'est qu'on a souvent prêté aux oligarques une portée politique qu'en fait, ils n'ont pas. Les oligarques ont le patriotisme de leur compte en banque et de leurs privilèges. Là, ce n'est pas tous des oligarques, d'ailleurs. Oui, et d'ailleurs, vous remarquerez au passage que, comme ça a été signalé, certains, c'était le cas de l'ancien patron du conseil d'administration de Lukoil, là qu'on voit maintenant, avaient émis plus que des doutes et des réserves sur la pertinence de cette aventure militaire, d'autres pas du tout. Donc, si vous voulez, c'est une manière, encore une fois, de manifester son pouvoir de nuisance si l'on manque au devoir de loyauté. Mais vous savez, le problème, c'est que là aussi, la peur va peut-être se fissurer. Et d'une certaine manière, on pourrait redouter que moins Poutine fait peur, plus il est dangereux. C'est-à-dire que s'il est effectivement... Là, il fait peur. Oui, mais je veux dire, il fait peur, mais on a entendu des hommes éminents qui l'ont accompagné à un moment de sa vie, comme conseiller économique, comme patron d'une grande entreprise d'État, émettre, encore une fois, des critiques assez acerbes sur le bien fondé de cette agression militaire. Donc, je veux dire, il y a un moment où il se trouvera peut-être dans la situation, alors pour le coup périlleuse, de devoir en rajouter pour restaurer une capacité de terreur qui s'est effilochée au fil des semaines et des mois. Oui, justement, je rebondirai sur ce que dit Vincent, sur la notion de terreur. Il me semble qu'on est revenu à une pratique soviétique et même, je dirais, stalinienne de la purge. De la terreur. Et donc, effectivement, comme vous l'avez dit, il veut faire peur, il veut dissuader, en fait, tous ceux qui voudraient soit quitter le navire, soit peut-être, nous n'en savons rien,
qui essayait peut-être de coaliser, comme peut-être ce directeur de l'Institut d'aviation. Enfin, il y a une opacité, c'est vraiment, comme disait Churchill, le combat de dogs sous le tapis. Et donc, nous ne savons pas ce qui se passe, mais ce qui est vrai, c'est qu'on revient au thème de l'instabilité, c'est-à-dire que la supposée stabilité qui était le cœur, en fait, de la légitimation de son pouvoir, où il disait, en gros, oui, c'est dur, oui, c'est moi le seul maître, mais au moins c'est stable, n'est plus du tout d'actualité. Et donc, là aussi, il perd probablement dans cette élite du terrain, ce qui, comme vous dites, va mener peu à peu à un resserrement des rangs et une fuite en avant. Je voulais vous montrer une toute dernière image. Officiellement, tout va bien. Les manifestations, la fronde, ça n'existe pas. Sans cravate et avec Loukachenko, son collègue, entre guillemets, son alter ego biélorusse, Vladimir Poutine devise tranquillement à Sotchi, sa résidence personnelle, au bord de la mer Noire, sans cravate. Donc nous sommes détendus et tout va bien. Vincent ? Sotchi, terre de contraste, le site spécialisé sur le renseignement Intelligence Online a révélé voilà quelques jours que Loukachenko, donc le vassal de Poutine, avait envoyé au moins à 2 reprises cet été des émissaires en France pour essayer de préparer ses arrières au cas où tout ça tournerait mal. Ah oui. Eh oui. Donc la confiance règne sur la suite des opérations, visiblement. Un dernier mot rapide, Denis ? Surtout qu'on ne sait pas du tout si c'était réellement les cartes qui ont été tournées par les journalistes, sont ce qu'on appelle des conserves. Donc ça peut être aussi une image qui sont montrées par la propagande tant que Poutine se repose quelque part, ce qui est aussi révélé par des journalistes. C'est un signe à la population interne que oui, à la fois tout va bien, mais aussi il ne faut pas oublier que Loukachenko, il était sauvé par M. Poutine au moment des contestations. Si jamais il n'a pas eu le soutien de la Russie, surtout le soutien financier, on aurait une situation un peu différente en Biélorussie, peut-être aussi en Ukraine, car la Biélorussie elle était utilisée. Donc ça montre que si jamais la Russie doit encore une fois utiliser le régime biélorusse pour continuer son agression en Ukraine, il peut le faire, même si on a des doutes quand même que Loukachenko va envoyer ses soldats. Pour l'instant, on n'a pas des signes que ça va se passer. Merci Denis Strelkov. En Russie, vous travaillez, vous étiez journaliste déjà ? Oui. Sur un média Sur un média d'opposition. Un média d'opposition ? Et vous pouviez travailler à peu près normalement. Enfin, je rappelle à l'époque, on peut dire que même il y a encore une année, les médias pour lesquels je travaillais, ils existaient en Russie, et surtout que c'était des médias qui ont eu une réputation importante dans la société, donc des journalistes qui étaient quand même menacés, mais qui pourraient continuer à faire son travail. Aujourd'hui, bien évidemment, tout le monde est parti. Il continue à faire son travail, bien évidemment, mais depuis l'étranger, on a du mal à imaginer le vrai journalisme qui aurait pu être exercé en Russie. Merci à vous, c'était très intéressant de vous entendre. Merci.